Nous allons parler de la place de la culture et de l'innovation culturelle dans la construction de la ville du futur. On parle énormément partout depuis quelques années maintenant de smart cities, de villes intelligentes, de villes du futur, tout un tas de concepts qui méritent d'ailleurs d'être sans doute éclairés, éclaircis et qui le seront par les invités qui sont présents. Nous avons la chance d'avoir parmi nous, alors je vais laisser ensuite Jean-Philippe Pierron, notre modérateur du jour, les présenter et les introduire plus en détail, mais je suis très heureux en tout cas d'avoir avec nous Henri Simons, qui est l'ancien échevin à la culture et à l'urbanisme de la ville de Bruxelles. Échevin, ça veut dire adjoint en belge. Nous avons Bruno Bonnel, qui par ailleurs a une double fonction, je laisserai Jean-Philippe le présenter, mais qui est aussi le président du conseil stratégique du Lab. Donc on a créé une petite cellule de travail extérieure à l'équipe du Lab pour pouvoir juger, critiquer, amender, développer, proposer pour l'avenir de ce Lab. Et c'est Bruno Bonnel qui a la lourde charge de coordonner cette cellule de travail. Et puis nous avons la chance et le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Carlos Moreno également, que je laisserai Jean-Philippe présenter plus en détail. Et je passe la parole à Nadine Gelas, vice-présidente du Grand Lyon, chargée des industries créatives et des grands événements culturels, qui va introduire cette conférence. Voilà, je vous remercie, bonne conférence et à tout à l'heure. Non, c'est celui-là. C'est le rouge qui fonctionne. Donc, je répète, bonjour, et j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde consacrée au rôle de la culture dans la construction de la ville de demain. Tel est l'intitulé qui s'affiche sur l'écran. Alors, on m'a donné 10 minutes, donc je vais être évidemment sommaire, et je pense que vous me pardonnerez, mais les intervenants divers compléteront, contesteront ce que je vais essayer de dire rapidement. Alors, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est que la culture a déjà un rôle dans la construction de la ville d'aujourd'hui, et même, je dirais, de la ville d'hier. Il y a déjà un certain temps, quelques temps, alors je ne peux pas le préciser, c'est difficile à préciser, que la culture n'a pas seulement une fonction dans le développement individuel et personnel, mais qu'elle est considérée comme un élément structurant de la ville et comme un enjeu de territoire. D'où d'ailleurs le concept que vous connaissez tous de ville créative, concept largement répandu, où on voit une littérature extrêmement foisonnante, et on voit que de nombreuses villes, au cours des années, se sont appropriées ce concept. Alors, sous ce concept se cache en effet un rôle important de la culture, à la fois dans le domaine de l'urbanisme et de la rénovation urbaine. Vous connaissez le fait que des grands équipements culturels ont été implantés dans des territoires désindustrialisés, Bilbao, Metz, Lens, et j'en passe, que la notion aussi de quartier créatif ou de friche créative, et puis je pourrais donner de nombreux autres exemples. Alors, dans ce concept aussi, la culture joue un rôle dans le lien social et le vivre ensemble. C'est ici, en France, tout le rôle qu'on a donné aux actions culturelles dans les contrées urbaines de cohésion sociale, où, je veux dire, de multiples actions sont consacrées à la culture ou reposent sur des éléments culturels. C'est enfin, toujours dans ce concept de ville créative, le rôle donné à la culture dans le développement économique, avec l'intérêt porté, avec plus ou moins de vigueur d'ailleurs, mais ça c'est une autre question, aux industries créatives, à l'économie culturelle. Je pense en particulier au développement foisonnant des festivals et des grands événements qui ont cette fonction économique, mais je pense aussi à la pertinence qu'on a donnée à la culture, d'ailleurs pas assez à mon goût, mais enfin on l'a quand même donnée dans certains cas, aux artistes et aux créatifs dans l'ensemble des politiques d'innovation. Et je pense en particulier à toutes les structures en lab, ici on est dans le lab, mais il y a les Living Labs, les Fab Labs, les Créa Labs, et les labs j'en passe parce qu'il y en a partout. Mais ça a au moins cette vertu-là de pouvoir réunir, de pouvoir mettre les artistes et les créatifs dans les politiques d'innovation de manière globale. Et puis c'est enfin l'importance donnée à la culture dans l'attractivité et l'image des villes,
dans des actions de marketing territorial, comme le titrait récemment un article du Monde fait par un économiste de l'école de Paris, dont je ne me souviens plus le nom, mais je le retrouverai. La compétitivité est aussi culturelle. Donc, ça intervient bien dans le marketing territorial. Alors, il n'y a pas de raison pour que de tels rôles attribués à la culture ne continuent pas à intervenir dans la construction de la ville du futur, cette fameuse ville de demain dont parle l'intitulé. Si ce n'est que, comme vous le savez, nous sommes depuis quelques années, alors là aussi, je n'ai pas de date précise, mais on pourrait les trouver, qu'on se trouve que nous sommes en présence de ce qu'on considère comme une révolution, comme il s'en est produit à certains moments dans l'histoire. Je pense à la révolution de l'imprimerie, au moment de l'apparition de l'imprimerie, et que cette révolution, c'est évidemment, on est bien placé ici pour la connaître, une révolution apparue avec le numérique, avec Internet et plus largement avec le déferlement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette révolution qui oblige, et j'aime bien cette citation d'Edgar Morin, à tout repenser et même à tout recommencer. Donc cette révolution influence évidemment la construction et le fonctionnement des villes du futur, des villes à venir. Et c'est ainsi qu'est apparu, me semble-t-il, et c'est quasiment substitué au concept de ville créative, le concept de ville intelligente qui suscite à son tour, comme l'avait fait le concept de ville créative, un énorme engouement. Quand vous regardez, vous lisez, vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde et aussi en France, toutes les villes, ou au moins beaucoup de villes, veulent être répertoriées maintenant ou identifiées comme des villes intelligentes. Alors pour le territoire français, je pense à Rennes, à Nice, à Bordeaux, et j'en passe parce que tout le monde se précipite sur ce concept aujourd'hui. Alors, qu'y a-t-il derrière ce concept? Alors, je vais être évidemment extrêmement sommaire, mais je pense que c'est l'idée d'une ville du futur comme une ville technologique, numérisée, connectée, participative aussi, avec l'objectif de service aux habitants pour leur rendre la vie plus maîtrisée, je pense que c'est important, plus facile et sans doute un peu plus agréable. Alors, quand on observe, j'ai regardé ça d'un peu près, les programmes de ces villes intelligentes, je pense en particulier au programme du Grand Lyon, Lyon Métropole Intelligente, on voit que ce qui est concerné, et je crois que je ne caricature rien, ce sont avant tout les secteurs de l'énergie, des transports et de la mobilité, des services publics dématérialisés, d'ouverture des données, et je tiens à votre disposition la présentation du programme Ville intelligente du Grand Lyon, où on retrouve dès la première page ces secteurs nommés comme les secteurs prioritaires de la ville intelligente. De culture, il n'est absolument pas, peut-être que j'exagère un peu, mais il n'est absolument pas question. Alors, on a l'impression, et on sent même là un danger, en tout cas moi j'y sens un danger, du triomphe d'une idéologie technologiste. Je reprends le terme à quelqu'un dont je vous conseille les ouvrages. Il est un peu enflammé dans sa dénonciation des nouvelles technologies, mais ça fait du bien de temps en temps, qui s'appelle Cédric Biagini, qui avait sorti un livre il y a quelque temps qui s'appelait « La tyrannie technologique, critique de la société numérique ». Et puis il vient de sortir un livre tout aussi passionné et tout aussi intéressant qui s'appelle « L'emprise numérique ». Et on retrouve, je ne vais pas le développer parce que j'ai peu de temps, mais cette dénonciation d'une idéologie technologiste qui fonderait les villes intelligentes, aussi d'une idéologie, alors je sais que le terme est fort, mais là je vais renvoyer à Michel Foucault, parce que là on peut retrouver toutes ces analyses et toutes ces critiques d'une idéologie totalitaire, triomphe aussi d'une idéologie fonctionnaliste, fondée sur l'usage,
y aurait beaucoup à dire sur ce terme qu'on retrouve sans cesse dans la programmation de la ville intelligente et plus généralement sur les politiques d'innovation, mais peut-être qu'on y reviendra. Donc fondée sur l'usage, sur le besoin, et qui néglige complètement, ou à peu près complètement, tout ce qui est d'ordre symbolique, tout ce qui est du côté de l'imaginaire, tout ce qui est de l'ordre non pas du besoin mais du désir, et qui est pourtant au cœur de l'humain. L'humain, c'est pas seulement de choisir avec la meilleure méthode technologique possible sa place de parking ou de maîtriser sa consommation d'eau. Voilà. Après, on peut en parler. Pourtant, parce que je ne vais pas être simplement dans la critique de ce point de vue-là, je dis simplement c'est un danger. Pourtant, cette ville de demain, telle que j'ai décrite, cette ville intelligente qui serait notre avenir en termes urbains, numérisée, connectée, participative, est à même, je crois, de donner une grande place et un grand rôle à la culture, pour peu qu'on s'en occupe et qu'on évite les dangers que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, elle peut avoir évidemment, la culture, une fonction critique, qui est la fonction même générale de la culture, mais aussi, elle peut avoir une fonction d'innovation, et je me contenterai de citer, si vous voulez, 3 axes possibles, où le rôle de la culture dans la ville du futur peut être dirigé vers l'innovation. Tout d'abord, je veux dire, cette ville-là, à venir, ou déjà un peu existante, permet de rassembler, d'exploiter une quantité, une somme colossale de données culturelles, de les exploiter et de les diffuser en tout lieu, en tout temps et pour tous. Alors, je donnerai simplement un exemple ici de notre ville. C'est l'exemple de Numéridance, qui est une sorte de Georges Képénékian, qui est là, qui connaît bien ça, de centre de ressources sur tout ce qui existe en matière de danse. Et évidemment, toutes ces ressources, non seulement on peut les voir à la Maison de la Danse, mais sous tous les supports possibles qui peuvent exister pour avoir tout ce foisonnement de données sur la danse. On peut même les voir dans la ville, sur des bornes, etc., etc. Il peut donc y avoir ainsi une valorisation de la culture dans la ville intelligente et par un accès rendu plus facile, un moyen de démocratisation de la culture. Ça ne suffit peut-être pas, mais au moins, ça peut être un des moyens. Dans la ville intelligente aussi, telle que je l'ai décrite sommairement, peuvent s'ouvrir aussi de nouveaux champs culturels. Alors, il y en a certains qui sont ouverts. On est au cœur ici des musiques actuelles et des arts numériques. Mais je pense que la révolution technologique dont les villes intelligentes sont porteuses traverse tous les secteurs de la création, avec des phénomènes d'hybridation, mélange, de brouillage entre ce qu'on appelle la culture cultivée et la culture expérimentale, de frontières floues entre ce qui relève de la culture et ce qui n'en relève pas, d'où une explosion bienvenue des émergences multiples et une absence d'autonomie de la culture, du champ de la culture, qui désormais se connecte à tout. Il n'y a plus de champ spécifique de la culture et en termes d'innovation, ça n'a pas mal d'avantages. Et puis enfin, il me semble que dans la ville intelligente peuvent s'instaurent déjà d'ailleurs, de nouvelles pratiques culturelles moins verticales, on distingue souvent la verticalité et l'horizontalité, qui remettent en question le statut du créatif et de l'artiste, mais remettent aussi en question le statut du public. Peuvent se développer des pratiques collaboratives, des pratiques en réseau partagé, des pratiques très décentralisées aussi, qui changent le rapport entre professionnels et amateurs et qui peuvent libérer une appétence et une compétence créative pour chacun. Alors, il y a des exemples récents. Là, j'ai eu un exemple récent il y a quelques jours, de livres numériques, d'un roman numérique qui est constamment construit par une collaboration entre
l'auteur, je mets le terme entre guillemets, parce que les auteurs collectifs, maintenant, mettent en cause la notion d'auteur, et les lecteurs qui construisent certains épisodes, certains chapitres, et ça peut varier, etc. Donc, on va certainement vers des objets culturels de ce type, et qui, évidemment, sont extrêmement innovants. Donc, la ville intelligente, à travers ces 3 exemples, mais là aussi, je ne suis pas exhaustive, à travers ces 3 pistes en tout cas, peut être porteuse, pour peu qu'on y soit attentif, et attentif à ses dangers, et à donner un rôle à la culture, peuvent être porteuses d'un grand essor culturel et d'une innovation culturelle tout à fait réjouissante. Innovation culturelle peut être à même de répondre à des interrogations posées aujourd'hui dans le champ culturel. Je n'ai pas nommé, mais elle traversait mon propos, le problème de la démocratisation, le problème du statut de l'artiste, le problème des émergences, et j'en passe, mais qui implique aussi, cette innovation culturelle qui apparaît dans la ville intelligente, implique aussi une innovation des politiques publiques en la matière. Je donnerai simplement quelques exemples. Comment on considère aujourd'hui, par rapport à tout ça, les équipements culturels? Quel type d'équipements culturels? Faut-il même des équipements culturels? Voilà. Comment on considère l'espace public par rapport à un phénomène? Comment on considère l'objet artistique? Bon, enfin, on pourrait citer tout ça. En tout cas, il faut qu'une innovation, on pourra en reparler, je suis prête à en reparler, une innovation des politiques culturelles en la matière. Il peut y avoir là, et je conclurai là-dessus, comme le dit Jérôme Delormas, à travers cette innovation culturelle au sein de la ville intelligente, cette ville du futur, une autre appropriation de l'humain, je cite, du vivre ensemble, une autre appropriation de l'humain, du vivre ensemble et de l'altérité, avec un potentiel de créativité et de plaisir gigantesque. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Jean-Philippe Pierre. Merci Nadine Jonas. Donc je vais présenter rapidement en fait mais j'espère correctement les 3 intervenants. J'excuse déjà l'absence de Gerbaron qui n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Je vais vous présenter donc les 3 intervenants dans l'ordre des prises de parole en fait qui a été prévu. L'idée en fait à la suite de ce que vous venez d'entendre de la part donc de Nadine Jonas et de réinterroger en fait autour du concept en fait ou la catégorie en fait de ville intelligente, puisque ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est comment cette expression ville intelligente est à la fois très attrayante et en même temps porteuse d'un certain nombre d'ambiguïtés. Et donc dans le propos que nous venons d'entendre, c'est de voir comment au fond la parole politique et le discours politique réintègrent finalement les dispositifs technologiques dans un projet. L'idée de ville intelligente n'existant pas au fond sans un dessin avec un E, je veux dire, qui cherche à la faire exister. Donc on aura 3 intervenants dans l'ordre de leur prise de parole. La première personne donc, sera Monsieur Henri Simon, donc, qui est à ma droite, donc, directeur de l'Atomium de Bruxelles et président donc, du Centre d'art Recyclard. Il est administrateur d'un certain nombre de lieux culturels. Il nous semblait important en fait que ce soit vous qui commenciez en fait ces échanges en disant au fond que si on cherche à penser l'idée d'innovation urbaine et d'invention enfin d'une construction de la cité de demain, il y a un certain nombre d'enjeux y sont engagés de type politique, comme on vient de le dire il y a quelques instants, disant au fond qu'une ville, c'est certes des outils, c'est certes du bâti, c'est certes du construit, mais c'est aussi des notions en commun, et c'est cette tension-là, finalement, entre projet politique et espace public qui fera le cœur de je crois, en fait, de l'intervention d'abord donc, de M. Henri Simons. Donc, il a été dit tout à l'heure, je l'ai oublié, mais comme ça avait déjà été dit, mais je le redis quand même. Donc vous êtes ancien échevin de Bruxelles, et donc c'est aussi avec cette expérience-là que vous nous parlerez, puisque vous étiez chargé de la culture et de l'urbanisme. La seconde personne donc, qui interviendra, donc c'est Carlos Moreno, professeur
monsieur le professeur donc, des universités, donc, qui travaille pour la convergence en fait, des disciplines scientifiques et sur toutes les formes de créativité, donc, au point donc, d'articulation entre justement créativité politique, créativité institutionnelle, créativité sociale et créativité en fait, technique. Mais en même temps que professeur, donc, qui vous donne une assise, en tout cas du point de vue en fait, du travail conceptuel, vous êtes aussi conseiller scientifique donc, de Cofeli Ineo du groupe donc, GDF Suez, français et en même temps citoyen du monde, pour une part. Et donc, après, en préparant un peu cette table ronde, en fait, vous me disiez que finalement vous étiez non pas un penseur sur les marges, mais un penseur des marges, des bordures, bref, de ces espaces oscillants et intermédiaires, là où la vie prend naissance. Et puis, donc, troisième intervention, donc, sera une intervention donc, de M. Bruno Bonnel, multi-entrepreneur, pourrait-on dire, dans le champ de l'activité numérique. Je rappelle, au moins pour mémoire, donc vous avez été le créateur de la société Infogrames, qui est devenue Atari. Vous avez créé le premier accès Internet Infony, la première chaîne aussi de télévision consacrée aux arts digitaux. Vous êtes aussi auteur d'un livre dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait La Robolution, voilà, la Robolution, et en même temps vous êtes président donc de l'EM, entre autres, puisque je viens de découvrir aussi que vous étiez fortement lié au Lab. Donc l'idée, en fait, dans le parcours que nous allons faire, donc c'est d'aller, si vous voulez, donc des enjeux politiques vers leur dimension en fait technologique et opérationnelle, et vice-versa. Je ne veux cantonner personne dans quelque lieu que ce soit, et donc nous aurons une petite vingtaine de minutes ensuite pour la discussion. Donc je serai là pour modérer le temps. Je voudrais simplement peut-être faire 2-3 observations que je voudrais vous livrer avant de laisser donc, la parole à mon voisin. Cette question donc, du rôle de la culture dans la construction de la ville de demain, elle interroge effectivement l'idée au fond de la culture. Et cette culture, elle est prise, je renvoie ici au titre du livre d'Hannah Arendt qu'on a traduit en français, Crise de la culture, et dont le titre anglais serait donc Entre passé et futur, toujours les miracles ou les hasards étranges en fait des traductions. Mais donc c'est cet entre-deux, au fond, je crois, du passé et du futur, qui est au cœur en fait, de la dynamique de la culture, puisqu'on a toujours tendance, au fond, quand on pense cette culture, soit à se concentrer sur la dimension du passé, et à ce moment-là, on se concentre sur la dimension de la conservation, au risque de penser nos villes et la dimension de la culture dans nos villes dans une logique qu'on pourrait appeler un pathos de l'ancestralité, une espèce de culture du muséal, la sacralisation en fait, de nos villes dans leur dimension monumentale, historiquement consacrée. Bref, donc on peut enlever cette tension, la tension entre passé et futur, pour ne se concentrer soit que sur finalement le passé, et on sait le risque au fond qu'ont nos villes et nos villes européennes de se concentrer sur cette mémoire heureuse qu'elles ont aussi, soit de l'autre côté, effectivement, se concentrer sur la dimension d'innovation, la seule dimension d'innovation, avec un autre pathos, cette fois-ci, qui est le pathos de la nouveauté, avec, cette fois-ci, la course au changement perpétuel, au mouvement perpétuel, porté, en l'occurrence, par l'innovation technologique. Donc l'idée de culture est intéressante parce que lorsque Arendt parle de la culture comme étant cette brèche où émerge entre passé et futur la possibilité du vivant, il est question avec cette brèche de ces marges dont on parlera peut-être avec M. Moreno tout à l'heure. Mais effectivement, ça nous amène, en fait, ça m'amène à une deuxième observation, je ne voudrais pas être trop long, mais qui est une ambiguïté en fait, attachée au mot d'innovation. L'histoire de la modernité occidentale, depuis 3 siècles, c'est une histoire qui est portée essentiellement par l'idée de progrès. Progrès social, progrès politique, discours général de l'émancipation. Or, ce qui est en crise aujourd'hui, c'est probablement cette idée de progrès, alors que cette idée de progrès a été, pendant 3 siècles, supportée par des dispositifs technologiques. Au fond, qu'est-ce que l'innovation ? Et au fond, le vieux modèle finalement de l'encyclopédie des penseurs des Lumières, c'était déjà ça. C'est l'idée qu'il n'y a pas de progrès sans support, sur des assises technologiques. L'innovation, donc, c'est le nom technologique qu'on donne
à des moyens au service d'un idéal qui est l'idée de progrès. La question qui se pose pour nous dans la modernité tardive, me semble-t-il, c'est qu'au fond, nous sommes dans une logique en fait, de l'innovation technologique qui n'a peut-être plus en fait, de dessin à porter. Bref, comment articulons-nous ou comment apprenons-nous à réarticuler idée de progrès et innovation, et c'est probablement en fait autour de cette question que les enjeux de construction des villes de demain en fait se redéploient. Parce que l'innovation pour l'innovation, et c'est un petit peu ce que j'ai entendu dans l'exposé précédent, ne fait pas à elle seule, un monde commun. Tout simplement parce que le monde humain n'est pas qu'un monde de technologies partagées, même s'il nous en faut, ce sont aussi des notions partagées et des désirs vécus aussi ensemble. Et puis, troisième observation générale, et je m'arrêterai là-dessus, il me semble que cette notion, la ville, c'est l'espace où cette dialectique, où cette tension entre passé et futur se vit. C'est l'espace et c'est le temps. Autrement dit, nous pensons la ville dans sa dimension spatiale, mais c'est aussi de la temporalité, du temps long, une mémoire longue. C'est le bâtiment dans lequel nous sommes nous le dit assez, d'une certaine façon. Mais donc, comment cette dialectique en fait, du passé et du futur se vit-elle dans nos villes ? Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il y a une expérience universelle que toute ville porte, comme tout espace, de cette façon, c'est l'expérience de l'habiter. Mais cette expérience de l'habiter, elle est parce que nous vivons ensemble avec un tas de personnes que nous n'avons pas choisies. C'est ça la caractéristique aussi du monde urbain, c'est que nous avons à vivre ensemble avec des gens que nous n'avons pas choisis. La question du politique, de ce point de vue, donc d'une politique en fait de la ville, c'est de donner une consistance à l'habiter. Mais entre habiter et politiser, il y a un troisième terme, et qui est au cœur de notre discussion, je crois, cet après-midi, qui est la question de l'urbaniser. C'est que l'habiter est une expérience fondamentale, le politiser définit une orientation. Entre les deux, il y a ce tiers, qui est l'urbaniser, qui se traduit, cet urbanisé, notamment aussi par la médiation du bâti, du construit, de l'architecturé et des dispositifs technologiques, y compris informatiques. Eh bien, c'est autour, je crois, de cette tension que nous allons avoir maintenant des échanges. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Simons, donc pour cette tension, peut-être, entre espace, urbain et politique de la ville. À vous la parole. Merci. Intervenir après le philosophe qui a dit une grande partie des choses que je pensais et qu'on retrouve dans le texte que j'avais envoyé, me paraît plus difficile après. Donc je suis ancien adjoint, on dit échevin chez nous, à la culture et à l'urbanisme de la ville de Bruxelles. Le fait d'avoir pu réunir deux compétences qui vont très bien ensemble m'a permis de travailler sur la ville, et pas uniquement sur la ville physique, mais aussi sur le contexte artistique, et pas uniquement culturel, de l'ensemble d'un programme urbain. C'était une chance, sûrement, et puis un atout à condition d'en faire quelque chose et de réfléchir à du contenu. Parce qu'on peut le faire d'une façon ponctuelle, on refait une place, on donne une subvention pour un projet culturel, on ne fait que des heureux individuellement, mais on ne crée pas de projet avec un vrai programme de ville. C'est évidemment possible, c'est souvent comme ça en politique, ça ne doit pas être comme ça. Et donc, j'ai voulu réfléchir à différentes mesures pour avoir un socle idéologique. Je pense que la politique est idéologie, enfin, je l'espère, et il faut donc que chacun choisisse l'idéologie qu'il estime être celle qui le représenterait le mieux. Ça, c'est un débat du choix, mais il ne faut pas le faire d'une façon populiste, il faut le faire avec une volonté de contenu. Et donc, comme je suis moi-même urbaniste, j'avais lu et réfléchi à plusieurs thèmes, et j'avais lu David Mangin, qui avait écrit « La ville durable, c'est celle qui peut changer pour s'adapter à de nouvelles conditions économiques, sociales et écologiques. C'est une ville passante, à l'inverse des environnements sécurisés. Il ne fiche donc pas la ville durable comme une ville historique et établit que la ville peut et doit donc changer avec les nouvelles réalités du temps. » On l'entend, comme dans votre introduction, la différence entre le patrimoine et le mouvement. Comment trouver cette place ? La ville durable, c'est aussi une ville qui permet au quotidien d'accéder à des services élémentaires comme l'école, les commerces,
la culture sans avoir besoin d'emprunter sa voiture. Or, ajoute-t-il, la notion d'espace public libre, d'accès et gratuit est de plus en plus menacée. On le voit dans un urbanisme qui ferme les villes à des quartiers pour riches, mais qui aussi cantonne une certaine population pauvre dans des quartiers où ils ne peuvent pas sortir, même si physiquement ils peuvent sortir, mais culturellement, ils sont incapables d'en sortir. Nous avons donc des ségrégations dans les villes d'une façon extrêmement différente entre une ville comme Bruxelles et des villes françaises, où chez nous, les plus pauvres habitent le centre-ville et les plus riches habitent la périphérie. Nous n'avons pas de banlieue à la française, mais on peut inverser le processus. Il y a ségrégation, quoi qu'on dise. La notion d'espace public, pour moi, donc, était lancée ici au-delà de son acceptation habituelle. Il s'agit de l'espace public territorialisé, refaire une place, refaire une rue, créer un parc, travailler dans la revitalisation d'un quartier sur l'espace public pour rendre accessible à tout le monde, mais aussi le faire pour quelque chose, pour donner place à l'espace public au sens du dialogue, comme disait le philosophe Habermas, c'est-à-dire on fait une place physique pour faire quelque chose sur cette place physique, pour qu'une rencontre se fasse, pour qu'un débat s'établisse. Ce débat peut être un marché où des gens se rencontrent, ce débat peut être une exposition de culture, ce débat peut être un parvis à un centre d'art, mais il ne faut pas le faire parce que ça va être beau, il faut le faire parce que ça va être créatif, que ça va donner de la vie. Et donc cette rencontre de ce que j'ai appelé les deux espaces publics était pour moi quelque chose qui allait motiver mon action politique dans le réaménagement urbain et en parallèle dans le soutien à des initiatives artistiques et culturelles qui naissaient dans le tissu social, qui disent on voudrait bien faire ça, ça et ça, qui ne savent pas très bien comment le faire, qu'on peut guider, mais c'est quand même des émergences. C'est des émergences de situations, d'associations, d'artistes qui ont en eux une volonté de faire quelque chose et dont le rôle du politique est de trouver place, si c'est possible, tout n'est pas possible, bien évidemment. Et donc, nous avons là créé un certain nombre de projets sur lesquels je reviendrai en conclusion et qui seront projetés tout de suite grâce à cette petite machine que je vais utiliser rapidement. L'espace public, pour moi, il y a un esprit. Comment aujourd'hui conserver l'esprit de nos villes tel qu'il a été formé historiquement sans sombrer dans la normalisation fonctionnaliste ou dans la sanctification du patrimoine. Mais ça se trouvait dans votre introduction, de la même façon que dans le texte que je voulais dire ici. À quelles conditions actualiser la responsabilité publique dans la constitution des ressources d'intégration sociale? Il s'agit de comprendre la dynamique de reproduction de nos sociétés longtemps structurées par l'État et à présent dominées par la communication publique et le système médiatique et par la nouvelle technologie de l'information dont on dit ville intelligente. C'est un concept que je saisis mal, je dois dire. J'aime bien que les gens soient intelligents. J'ai du mal à penser que la ville puisse être intelligente comme telle. Mon ambition est de faire une ville passante, comme le dit Mangin, ou une ville, j'avais tenté tout à l'heure un vocabulaire de base, une ville accessible, c'est-à-dire une ville où les gens se sentent à l'aise pour circuler dans le sens de l'accessibilité de tout à tout. C'est un mythe, ce n'est pas possible d'accéder de tout à tout. Mais ça peut être une ambition politique d'essayer d'aboutir le plus possible à cette ligne d'orientation. C'était le débat que nous voulions faire. Il faut donc naviguer entre une intégration sociale et une politique publique qui doit générer le contexte dans cette société hautement diversifiée, avec des luttes sociales, avec des ruptures économiques, avec des quartiers pauvres, des quartiers riches, avec des villes pauvres et des villes riches, avec des banlieues et avec des centres-villes. Un double changement méthodologique est donc proposé pour moi. D'un côté, l'inversion du schéma traditionnel descendant d'élaboration et d'application des politiques publiques pour privilégier une démarche plus largement participative. C'est-à-dire essayer d'avoir des oreilles partout pour savoir où sont ces émergences et ce qui existe. Un festival comme celui-ci concourt à cette logique-là, du moins pour les programmateurs. Ils doivent entendre ce qui se fait partout et puis le pouvoir public soutient indirectement ses créateurs en soutenant ce festival. Et donc cette démarche-là part d'une création de base. Il faut toujours que ça parte d'une création de base, tout en sachant les contraintes économiques qu'il faut bien sûr tenir compte aussi. De l'autre côté, il faut l'abandon des logiques qui ont structuré les politiques de construction de l'État-nation démocratique, guidées par l'objectif d'un espace public juridiquement, politiquement et culturellement
homogène, propice à la circulation optimale des ressources économiques. Dans cette approche plus horizontale, la confrontation publique des expériences individuelles et collectives, les différends, les conflits d'interprétation et les procès d'argumentation sont le principe d'une dynamique, d'une intégration. C'est un combat, c'est une lutte, comme il y a une lutte d'intérêt, de manière à faire progresser le débat par cette lutte que le politique doit prendre en main, doit prendre en charge, tout en disant il ne faut pas que le plus fort gagne, il faut équilibrer l'ensemble du rapport de force public. Cette piste me paraissait importante dans une dynamique de culture urbaine, de culture des émergences et de culture de l'émancipation. Le but étant toujours de tenter, c'est un pari, c'est un rêve fou, mais nous sommes là pour faire des rêves fous, que de plus en plus de gens aient accès à une compréhension d'un art qui n'est pas l'art évident, qui n'est pas l'art commercial, qui est et là, le politique et le travail à faire sur l'espace public a un rôle à jouer dans les exemples qu'on peut faire. J'aime bien citer Jacques Rancière parce que tout le monde l'aime. Il y a un processus, celui de l'égalité. Il consiste dans le jeu des pratiques guidées par la présomption de l'égalité de n'importe qui et par le souci de le vérifier. Le nom le plus propre à le désigner est celui d'émancipation. Cette phrase donne une ligne politique, une envie, un corpus de contenu, de politique, donc de gestion de la ville au sens du mot, pour mener une politique de fond. J'ai donc déterminé 6 axes forts qui peuvent être dégagés pour mener une telle politique, favorisée par un travail de proximité et de décentralisation, la participation des citoyens, réinvestir les espaces publics, à savoir sortir la pratique culturelle des lieux fermés, objectiver l'esprit des lieux et le désir des personnes en investissant des lieux nouveaux, les rues, les appartements, les anciens commerces, les gares désaffectées, les usines à l'abandon, comme nous le faisions hier, et puis on bouge de lieu en lieu selon les lieux à redécouvrir. Donner une place aux nouveaux médiums et supports d'expression soutenus par des générations émergentes avec leur monde spécifique de conception et de gestion des projets culturels. Et là, la ville intelligente ou ces nouvelles technologies sont un outil de création nouvelle, évidemment, à condition de les soutenir comme outils de création nouvelle, mais c'était aussi dans votre introduction, et pas d'en faire un mythe du progrès au sens c'est technologiquement neuf, donc c'est génial parce que c'est technologiquement neuf, vous avez vu le progrès qu'on fait. Moi je pense que le progrès, c'est l'utilisation intelligente de nouvelles technologies, à condition qu'elles soient toujours un plus pour l'humanité, selon une terminologie que tout le monde comprendra. C'est décloisonner les disciplines artistiques afin de mettre en relation les différents acteurs locaux pour renforcer le maillage culturel existant ou pour stabiliser des associations émergentes au statut trop souvent précaire. C'est offrir une politique culturelle cohérente par le développement d'une communication événementielle et institutionnelle de qualité qui renforce la visibilité et la production artistique en allant au-delà, au-devant du public, en le rencontrant sans que celui-ci ait toute la démarche à faire. Et c'est aussi conserver et faire vivre le patrimoine par une politique globale de gestion intellectuelle et la valorisation auprès du public, parce que sur la base du patrimoine, on peut créer un patrimoine nouveau. J'ai trouvé là 6 axes forts, on peut les définir autrement, mais on comprend qu'il y a là un jeu de contenu politique. Et donc nous avons essayé de mettre en avant par différentes associations des programmes concrets, en créant des lieux, dans des lieux improbables. Tout le monde ne connaît pas Bruxelles ici, c'est une ville particulière. Le centre était pauvre, il a été fort revitalisé par des actions urbaines, mais il y a là une grande tracée, une saignée au centre-ville, qui est la jonction entre la gare du Midi par laquelle vous arrivez si vous venez du Sud et la gare du Nord si vous voulez aller à Amsterdam. Cette tracée est un acte urbain très violent de 1952 qui fait bien circuler les trains, mais qui a laissé une tranchée. Il y a là des gares très peu utilisées, qui étaient des gares à l'époque où les gens venaient faire le travail de Flandre de Wallonie, travailler à Bruxelles, et ces gares ne sont presque plus utilisées, il y a maintenant un réseau de métro. Nous avons donc investi 2 gares pour en faire des centres d'art. Et in fine, et tout récemment, nous avons voulu investir l'espace public entre ces 2 gares pour faire réfléchir les citoyens, les Bruxellois, les politiques, les économiques, les artistes, à comment
on peut observer cette tranchée urbaine et y faire participer les citoyens en découvrant des projets artistique. C'est un exemple parmi d'autres de ce qui a été fait, mais comme l'exposition est en cours actuellement à Bruxelles, je me suis dit que j'allais prendre l'exemple le plus récent. Le projet s'appelle Jonction. Je pousse sur le bouton, mais peut-être pas sur le bon. Voilà, ça c'est pas important. Voilà le tracé du centre de Bruxelles en forme de pentagone et le tracé de ce train qui a déchiré le tissu urbain. Un site de manière à ce que chacun puisse réagir et comprendre la programmation. Nous avons fait au Palais des Beaux-Arts un palais des Beaux-Arts, donc l'endroit le plus chic possible, une exposition où nous avons demandé à 4 bureaux d'architecture de travailler sur une tapisserie à l'ancienne, comme vous en trouvez chez vous. Ils ont tous les 4 créé une tapisserie de très grande dimension qui a été exposée, qui a permis de voir les enjeux de cette jonction par la réflexion qu'ils ont apportée par des tapisseries que vous voyez là dans des salles d'exposition. Exposition gratuite, ouverte au public, avec des centaines de gens qui passaient par là de manière à ouvrir le débat peut-être d'une façon trop intellectuelle. Vous avez là le schéma du parcours que nous avons voulu investir par différentes actions urbaines. Dans la gare centrale, des centaines de milliers de visiteurs par jour qui passent par cette gare, des expériences, des installations et surtout des performances au moment où on essaye de faire découvrir le patrimoine de cette gare créée par Victor Horta. Une série d'artistes qui ont accepté, de grands noms d'ailleurs, de grands noms qui ont accepté de participer à ce projet un peu fou. Comment intervenir sur un espace improbable, déchiré, non réaménagé convenablement depuis 1952, des boulevards autoroutiers que plus personne ne voudrait aujourd'hui, mais qu'on n'a pas trouvé de moyens pour retravailler d'une façon calme. Peter van Buggenhout a travaillé dans un lieu à l'abandon depuis 1958, qui se trouve à côté de la gare du Midi, très grand. Et il a à l'intérieur d'une petite porte, et vous voyez ces colonnades magnifiques, qui étaient une gare des bus pour aller à l'exposition universelle de 1958 et on retrouve l'Atomium. Une œuvre d'art que maintenant déjà quelqu'un veut nous acheter pour sa galerie, et qui se trouve dans un lieu que les Bruxellois n'ont plus vu depuis 40 ans. C'est assez intéressant de réapproprier un espace public, d'y faire des soirées, et de nouveau le temps qu'un projet immobilier et économique viendra, tout comme ici dans Brossolette, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'endroit où nous étions aux Nuits Sonores. Des gens sont venus tout à fait régulièrement visiter la chose. Le débat aussi d'un lieu, vous voyez ce boulevard improbable, et vous voyez que comment aménager un espace en créant la dynamique, eh bien, en créant une œuvre d'art par un artiste qui dit clairement « le beau n'est pas le débat ». Ce qui est le débat, c'est comment on intervient sur la ville et comment on pose des débats en ville. Il a donc mis un conteneur de chantier, et là, tous les Bruxellois se sont dit, et les touristes posent devant, on dit, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut travailler sur ce boulevard, réfléchir à son avenir et voir comment des artistes apportent un élément de réflexion sur l'espace public tel qu'il est là. Et donc, ça crée le débat, effectivement, comme tel. Je vais plus vite. Lopez Menchero a fait un travail dans des rails qu'il a tirés d'un lieu à l'autre, et les gens s'arrêtaient le long de la rue en disant « mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi un rail au milieu d'un espace public que vous voyez ici, avec une folie, c'est très lourd à tirer » et ça a créé toute une convivialité, je dirais, un débat sur les espaces publics. Quelqu'un a fait un tapis de travail oriental qu'on a mis dans un train qui va de 2 petites villes dont le nom est tout à fait improbable, de Affligem à Zottegem, on l'a fait en Flandre. Et parce que le débat sur l'immigration est très très violent en Flandre, c'est un débat sur la route de la soie, mais vu par une artiste persane, et il marche sur un tapis persan en disant « tiens, il y a plusieurs parcours possibles à faire avec des gens qui, dans le train, se demandent vraiment ce qui se passe ». Et enfin, d'autres œuvres ont été créées, et je voulais souligner particulièrement, pour aller vite, un travail sur les espaces de gare eux-mêmes, avec un travail sur les bas-reliefs. Voilà. Et donc, d'autres œuvres, comme celle-ci, L'Infini du train, devant le centre culturel Recyclard, une des 2 gares. Ce que nous avons voulu faire par là, c'est travailler avec des artistes qui étaient demandeurs, de créer la rencontre entre le public et eux. Comment à la fois faire un débat urbain, des enjeux d'un axe d'urbanisme, comment rendre accessible et cet axe
plutôt détériorés. Comment y faire venir des gens de la ville branchée, de la ville chic? Comment les faire redécouvrir ces lieux par ces aspects-là? Comment redonner vie à cela par un travail artistique d'une façon importante? Et ici, le travail dernier que je voulais vous montrer, l'interpellation était terrible. C'est une sorte d'énorme labyrinthe créé dans la gare du Nord où les gens pouvaient circuler autour et regarder le public qui prend son train du matin, tout à fait surpris de voir qu'une œuvre d'art et oser perturber leur lieu, mais en se demandant c'est quoi, pourquoi, comment. C'est une façon aussi pour ces gens de rencontrer des lieux artistiques et de rencontrer la rencontre avec des artistes. Voilà le genre de piste qui reposait sur la philosophie du départ et qui essaye de l'appliquer plus concrètement. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez commencé par dire qu'il n'y avait pas de politique sans idéologie, mais vous finissez en nous disant finalement qu'il n'y a pas de politique sans utopie, et qu'au fond, l'imagination, on est une faculté... L'utopie est une idéologie. Oui, enfin, oui, on pourrait discuter, mais en tout cas, cette idée qu'effectivement, l'imagination et la créativité n'est pas ce qui nous éloigne du réel, mais ce qui finalement réveille le réel. Merci, je laisse donc la parole à monsieur Morello, cher collègue. Merci Jean-Philippe, chers collègues, merci à toutes et à tous d'être venus. Je remercie d'abord donc le Forum European Labs pour cette invitation et c'est avec plaisir donc que j'ai fait 10 heures de vol pour être avec vous, venant donc j'étais en Amérique latine jusqu'à cette nuit et je suis aujourd'hui parmi vous pour parler et pour échanger sur ce concept de ville intelligente et ce concept également de culture d'innovation, innovation culturelle. Donc mon regard, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est lui d'un scientifique, donc travaille de manière conceptuelle à la croisée des disciplines. Donc ma spécialité, ce qu'on appelle les systèmes complexes, c'est-à-dire cet ensemble d'entités qui se relient entre elles à un instant T pour vivre dans une temporalité, dans un espace, dans certaines configurations, mais en même temps, j'ai un esprit pratique et pragmatique qui m'a mené également à être un start-upper. J'ai créé une des premières start-up créées par un scientifique dans son laboratoire quand la loi de l'innovation l'a permis et qui j'ai amené modestement au succès parce qu'aujourd'hui c'est les filiales d'un grand groupe, donc Cofelini au groupe GDF-Suez où je suis conseiller du président et je reste impliqué dans la vie industrielle, donc sur des projets importants parce que j'aime bien, c'est ça les retours entre la théorie, le concept et la pratique, les mettre à l'épreuve, apprendre également de nos erreurs et se construire, reconstruire en permanence. Voilà. Donc, ayant travaillé des très jeunes sur cette problématique, je dirais, de la rencontre entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, donc la robotique dont va nous parler Bruno d'une manière approfondie, mais également donc, tous les espaces de co-création dans les brassages et les mélanges de disciplines. J'ai orienté également donc, ma démarche depuis quelques années sur ce concept dont j'ai été assez pionnier autour de ce qu'on appelle la ville numérique et durable. Et je vais m'atteler à parler de ça, qu'on appelle Smart Cities, mais je fais partie, je dirais, d'un courant de pensée. Je suis animateur donc d'un courant international de pensée qui ne se reconnaît pas trop dans ces concepts de Smart Cities. Et donc, bon, on peut en parler pendant 2 heures sur le sujet de la conférence. Je compte sur toi pour donc me rappeler à l'ordre par rapport au temps, parce qu'effectivement, c'est les grands ennemis des nous, donc quand on déroule tous ces concepts-là, et qu'en même temps, on veut l'illustrer par quelque chose de concret et pratique, puisque c'est bien aussi de se mettre à l'épreuve de fait et de dire ce qu'on a fait. Voilà. Donc, c'est pas un mail, c'est juste un petit guideline que je me suis donné pour bien tenir le temps. Donc, je disais, ces concepts de Smart Cities, moi je préfère parler plutôt qu'une ville intelligente. Je ne me reconnais pas trop dans le fait que la ville, des villes intelligentes en tant que telle. Ça a été très souvent poussé dans une démarche marketing technocentrique. Ceux qui me lisent soit dans mes conférences ou le papier que j'écris ou sur mon blog que j'anime quasiment quotidiennement, et savent que je suis donc plutôt dans l'avant-garde d'un concept qu'on appelle donc le Smart Citizen, c'est-à-dire je considère que c'est vraiment l'homme qui est au centre de la ville, puisque la ville est un territoire dans lequel les hommes et les femmes s'agrègent pour satisfaire des besoins, d'abord des besoins primaires, donc depuis l'histoire du temps, et ensuite donc des nouveaux besoins, des besoins d'épanouissement également, des besoins de progrès, et dans la dimension humaine dans son ensemble. Voilà. Et donc dans ces territoires où les hommes et les femmes s'agrègent pour vivre, donc on a ces besoins de tous les jours, on a ces besoins de progrès, et également dans ces territoires on est soumis à ce qu'on appelle les aléas de tous les jours. Donc quand on prend ces 2 aspects-là,
le besoin, c'est ce qu'on appelle la nécessité, et les aléas, ce qu'on appelle le hasard. Donc on va trouver ces deux choses très importantes, que les hasards et la nécessité. C'est ça qui tire la vie de tous les jours. C'est ça la vraie vie, en fait. Et donc, on va dire que la place de l'homme est de pouvoir lui amener un ensemble donc, de paradigmes, mais également de services et des manières donc, de pouvoir s'épanouir pour, d'une part, satisfaire ses besoins d'aujourd'hui et des demain, et de l'autre part, résister donc, aux aléas. Parce que la vie, elle est faite des aléas en permanence. J'étais en Colombie il y a quelques jours, mais j'ai lisé par Internet que Dijon, il y avait des crues, par exemple, qui étaient survenues, très fortes. Mais si on m'avait dit il y a 3 semaines qu'il y aurait des crues, donc fin avril, je n'aurais pas cru. Donc, c'est pas, voilà. Donc, ces concepts donc, des villes intelligentes, pour moi, et je les ramène plutôt à cette notion plutôt des smart en tant que villes futées, des villes responsables, des villes solidaires, des territoires dans lesquels les hommes et les femmes donc, s'expriment et dans lesquels les hommes et les femmes doivent créer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai fait partie d'un courant de pensée qui considère que parler de la ville des demain, c'est pas procrastiner, mais quasiment. C'est renvoyer à demain, il fera beau. C'est situé dans une espèce donc d'attentisme en quelque sorte. Et moi, j'ai dit souvent dans mes conférences également, je préside donc la conférence internationale Vivre ainsi une ville vivante, que j'organise donc les printemps à Paris, dans lesquels j'ai des amis du monde entier qui me font l'amitié de venir et qui débattent sur cette notion que la ville des demain, en fait, elle s'est construite dès aujourd'hui. Donc, on ne peut pas d'une part, avoir un langage technocratique pour dire que les smart cities, c'est la technologie du haut débit, etc. On ne peut pas réduire la ville intelligente au numérique, aux infrastructures numériques. Ça, c'est faire le lit de tout un tas de dérivés, des multinationales ou autres, je dirais, qui cherchent à placer la dernière version du logiciel X plus 1, etc. Et qui, en plus, a un effet de mode puisque la loi de Moore et la techno, elle a une durée de vie courte de 3-4 ans. Et ensuite, donc, la ville des ML s'est construite aujourd'hui, ça veut dire que nous devons faire face à des problématiques de tous les jours. On n'a pas attendu les penseurs pour nous dire comment on vit dans des villes. Nous avons des villes qui sont millénaires, nous avons des villes qui étaient avec des hommes et des femmes très intelligentes depuis la nuit des temps, que ce soit en Asie, que ce soit donc, en Occident ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est les deux piliers, je dirais, de mes démarches conceptuelles. Donc la ville, c'est surtout l'homme qui est au cœur. Je m'inscris dans une pensée qu'on appelle citizen-centrique, user-centrique, par opposition à ce que j'appelle la pensée technocentrée. Et d'autre part, la ville des demain, pour moi, elle s'est construite aujourd'hui. Et quand elle se construit aujourd'hui, ça veut dire que nous devons être très attentifs à ce que disait tout à l'heure Madame la vice-présidente, c'est-à-dire que, au-delà des usages et services, c'est quand l'homme, on le place au cœur, on a un regard différent. Qu'on soit donc dans l'est ou dans l'ouest du monde, dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, on a 3 composantes de la vie humaine toujours. Donc les croyances, les désirs et les intentions. Ça, c'est le côté un peu conceptuel. Voilà. Les croyances, les désirs, les intentions s'expriment de manière très différente en fonction du contexte géographique, culturel, historique et politique dans lequel on évolue. Les croyances et les intentions que nous avons en Europe, elles ne sont pas les mêmes de ce que vous avez donc au Tibet, à Katmandou, au Népal, à Bogota, où j'étais, à Pékin, où j'essaierai dans 15 jours. Voilà. Donc la croyance et les intentions, c'est la vie de tous les jours. Donc les gens les manifestent de manière très très diverse. Donc en fait, notre rôle à nous, je dirais, non seulement le penseur de la ville des démons, mais c'est qui voulons transformer dès aujourd'hui la ville, et d'une part, avoir, je dirais, l'empathie nécessaire, donc le recul nécessaire pour comprendre l'autre, ce qu'on appelle l'altérité, afin de rentrer dans ce qu'on appelle les brassages qui permettent de décloisonner et de mélanger. Puisque le risque, je dirais, dans les démarches technocentriques, c'est qu'on ne voit la vie de la ville intelligente qu'au travers de la technologie. À l'opposé, et vous aviez raison, on l'avait présenté tout à l'heure, quand on ne voit la vie qu'au travers le service, on fait les lits de notre sorte des paradigmes donc, dans lesquels on va se cantonner strictement à construire des nouveaux services, mais correspondant-ils aux besoins? Et je vais illustrer à fur et à mesure donc, avec des exemples. Donc, nous, en France, je participe donc, à la création des nouveaux services et des nouveaux usages, en mettant la technologie et le numérique au cœur, parce que nous vivons une révolution numérique. Quand on construit de l'autopartage, le véhicule électrique, quand on regarde les objets connectés communicants au travers de l'usage et de la fonction, ce qui est aujourd'hui, je dirais, quelque chose d'indispensable pour nous. On transcende l'objet pour qu'il devienne un usage. Ce qui était la voiture et l'appropriation de la voiture n'est plus une voiture, c'est une fonction, c'est la mobilité, et elle est intermodale. Et donc cette intermodalité revient dans la vie quotidienne quand on utilise l'intermodalité entre le véhicule électrique, le vélo, la marche à pied et
tous les smart devices qui vont nous guider. Ça, c'est quelque chose qui est dans les concepts des croyants, désirs et intentions, ici, donc à Lyon, à Paris, à Nice, comme je disais tout à l'heure, fait partie de ce qu'on appelle la ville intelligente en tant que ville futée, qui permet aux citoyens de se déplacer de manière multimodale. Moi, j'étais à Rio il y a 3 semaines. Et quand vous êtes à Rio de Janeiro, et dans lequel donc, vous avez une partie de la population qui est dans les favelas, qui arrive juste au pied du centre historique de Rio. Et quand vous avez donc un pays comme le Brésil, qui aujourd'hui est la 5e puissance du monde, grâce à une politique de lutte contre l'analphabétisme, grâce à un pays qui a su donner des bourses aux élèves, aux jeunes, plutôt qu'ils aillent piquer les portefeuilles de touristes qui essayent à l'école, d'inciter les mères à que leurs enfants donc, fassent les devoirs plutôt qu'à les traîner dans les rues terrain. Il y a un paradigme qui est venu se transformer. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une classe moyenne au Brésil, donc qu'on la voit fortement à Rio, qui, elle, donc, a un pouvoir d'achat assez important. Vous avez qu'aujourd'hui, le Brésil, c'est la 5e puissance du monde, donc en termes de PIB. Et quand vous dites aux gens de Rio, par rapport au fait que nous faisons sur la voiture électrique, au niveau paradigmatique, sur le désir, croyance et intention, pour la classe moyenne brésilienne qui sort de la pauvreté sur une période de 20 années, pour eux, avoir une voiture, ça a été, en fait, une manière de s'insérer socialement. En fait, les gens, ils sont très fiers de planter leur voiture devant le garage avec 3 gardes armés. Ils cotisent entre eux. Voilà. Donc, le modèle de la propriété de la voiture à Rio de Janeiro est une expression de la réussite d'une classe moyenne aujourd'hui qui est venue se constituer. Et ce n'est pas dément qu'on va leur demander de ne plus avoir le comportement social, de ne pas voiser avec sa voiture parce que ça veut dire qu'ils sont acquis un rang des classes moyennes. Eux, ce qui va les intéresser avant tout, c'est la sécurité et la sûreté pour que leur voiture soit gardée et c'est cotisé, avoir des caméras partout. Et plus il y a des caméras, plus ils sont contents. Moi, j'ai travaillé à Rio avec les centres de personnes de Rio et avec les maires de Rio, où on a mis en place donc, tout un système de suivi avec la vidéosurveillance, le transport, etc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est contextualisé. Chez nous, en Occident, nous avons le Smart Devices. Donc, vous savez que nous sommes 7 milliards d'habitants sur Terre. Il y a 6 milliards d'objets connectés. C'est-à-dire entre les devices, donc le téléphone, plus tous les objets connectés de notre vie courante. Et nous savons qu'à l'horizon, donc en 2030, donc nous serons 8 milliards d'habitants sur Terre et on aura 20 milliards d'objets connectés. Donc on a aujourd'hui une explosion grâce à ce qu'on appelle la révolution numérique, la technologie numérique, dont les points les plus forts, c'est la capillarité, c'est ce qu'on appelle l'ubiquité. Nous avons tous des ubiquitaires, des téléphones, où la fonction sociale des téléphonés, elle est la moins utilisée sur un Smart Devices. La première fonction, c'est donner l'heure, les gens regardent, et ensuite faire ses mails, envoyer des SMS, des WhatsApp, les gens qui tweetent dans la salle, c'est un rendez-vous, etc., etc. Donc le téléphone devient plus donc, un élément donc, de la vie donc, connectée, de la vie de l'objet connecté, qu'est l'acte lui-même de téléphoner. Donc 60% des trafics sur l'Internet, il vient des vidéos et des photos qui sont prises par les téléphones, ce qui a mené donc, à la chute Kodak, donc, qui n'a pas su prendre ses virages numériques. Donc nous, qu'on soit à Paris, qu'on soit donc, à Bogota ou qu'on soit à Pékin, effectivement, cette manière de pouvoir se connecter, elle est donc un acquis, effectivement, pour les uns et les autres, parce qu'on arrive donc à avoir un lien. Mais de quel lien parlons-nous? Parlons-nous du lien numérique. Ce n'est pas suffisant. Donc, les liens numériques en lui-même, je dirais que ce n'est pas une fin en soi. J'ai créé un article il n'y a pas longtemps qui a été publié dans une revue, l'Atelier Paribas, dans lequel je parle de ce que je considère être un trait d'union dans des différentes cultures, que j'appelle les digizen. Les digizen, c'est les digital citizens, donc les digizen, c'est-à-dire les citoyens connectés. Les citoyens connectés, ça veut dire qu'on peut être connecté et avoir un lien social. Et c'est dans toutes les circonstances, quand on s'intéresse donc au fait que l'innovation technologique, elle est juste un instrument, et que l'innovation majeure est l'innovation sociale et l'innovation urbaine, alors le regard qu'on a sur la technologie, lui, il est différent. Et les DigiZen, c'est les citoyens connectés pour lesquels, dans les triptyques innovation sociale, innovation urbaine, innovation technologique, alors on crée un lien social. On peut être connecté sur Internet 24 heures sur 24, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. J'y suis lui-même. Mais à ce moment-là, on risque de devenir ce que j'appelle un zombie geek. C'est-à-dire celui qui est un utilisateur donc, intensif de la communication via les réseaux sociaux, mais qui n'écrit pas des valeurs ajoutées sociales. À différence de ce que j'appelle les DigiZen, c'est-à-dire les citoyens connectés, qui sont connectés et qui sont dans un lien social. Quand on fait l'innovation sociale et urbaine, alors ça devient un instrument puissant d'intégration.
J'étais le week-end dernier avec des architectes donc en Colombie qui travaillaient le concept d'urbanisme, parce qu'un des problèmes principaux, c'est les logements là-bas, qui travaillaient dans la construction de maisons avec le bambou, parce qu'il y en a beaucoup, avec de la terre, et avec donc les cradles, c'est-à-dire l'économie circulaire, récupérer la sueur, les débris de café, etc., pour construire de maisons, et des maisons qui sont un dixième ou peut-être moins chères, tout à fait habitables. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à attirer, via les réseaux sociaux, des liens avec des universités allemandes. Un des plus grands chercheurs dans l'architecture, donc à base des bambous, se trouve donc à Max Planck Université. Et là, on a un lien social. Et je disais tout à l'heure à Jean-Philippe, des gens qui auraient tué pour 3,50 €, parce que dans les favelas, c'est comme ça. Le fait de leur apprendre à construire donc des maisons avec un savoir-faire, en amenant une vision architecturale urbaine à base de matériaux, et en introduisant les réseaux sociaux avec une page Facebook, on a créé donc une espèce de design connecté qui crée des liens sociaux et aujourd'hui et crée de la valeur. Voilà. Donc moi j'étais au Népal, donc à Katmandou. Donc vous avez les Sargamata ou Chulunguma, qui est le nom réel de ces grandes montagnes qu'on appelle l'Himalaya, mais ils sont au pied donc des Chulunguma et ils n'ont pas d'eau. Allez leur dire donc que la technologie va les amener. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est un des lieux de la planète dans lesquels il y a des problèmes hydriques, non tant d'avoir de l'eau, mais le fait qu'elle n'est pas suffisamment donc, distribuée, etc. Donc aujourd'hui, au travers des travaux d'innovation sociale, d'innovation urbaine, on crée avec ces communautés-là, avec les élus, on crée avec l'avant-garde, je dirais, des gens qui réfléchissent social, urbanisme et technologie, des manières effectivement d'utiliser l'eau d'une autre manière. Et quand on est avec eux, donc, et quand ils travaillent les matins et qu'elles se lèvent à 6h à 7h du matin, à différence de certains petits occidentaux au Brésil qui sont sur Facebook, la première utilisation de téléphone chez eux, c'est la radio. C'est par la radio qu'ils s'écoutent des nouvelles et qu'ils travaillent et qu'ils creusent des tranchées pour que l'eau puisse arriver chez eux. Voilà. Bon. Donc, moi j'ai dit, et c'est vraiment le leitmotiv de toutes nos interventions, il faut d'abord considérer que la ville est un lieu vivant, qu'il faut vivre dans une ville vivante, que la ville est un système complexe, je la considère comme un organisme donc vivant, comme un organisme humain, c'est-à-dire qu'elle naît, elle s'est grandie, elle se développe, elle est soumise à des aléas, et on ne peut pas la planifier dans sa totalité, c'est impossible, on n'est pas dans la centralisation, donc il faut être capable de mailler donc, la vie de tous les jours, mailler les usages, mailler les services, l'hybrider avec la technologie, et je termine par ces mots qui m'est très très cher donc, dans cette courante pensée, que j'appelle donc l'hybridation au travers des plateformes. C'est-à-dire que l'hybridation est la capacité à pouvoir, d'un côté, prendre le meilleur de la technologie ubiquitaire, d'immaillage de sa puissance, et de l'autre côté, l'hybrider, c'est-à-dire les croiser avec les besoins sociaux, la résistance aux aléas, c'est-à-dire la résilience, et la capacité à mieux vivre et à vivre ensemble dans les brassages, dans la diversité ou l'altérité. Et alors, la révolution numérique est une vraie chance, et nous avons la chance, les humains qui sont ici présents dans cette salle, d'être au XXIe siècle, qui est celui effectivement de l'explosion des technologies ubiquitaires, de la technologie numérique, parce que ce qui est nouveau, c'est qu'elle est aujourd'hui à la portée de tout le monde. Le moindre smartphone que vous avez aujourd'hui était la puissance des calculs qui a permis donc à la NASA d'envoyer des hommes sur la Lune en 69. Ils sont fait l'aller-retour avec la puissance des calculs d'un smartphone. Et nous avons tous et chacun, et parfois il y en a qui ont deux. Voilà. Donc hybridation, vivre en ville vivante et brassage, altérité, empathie. La vice-présidente, Madame Gelas, en fait, travaille sur la question de la mode et la question du tissu, et nous avions réfléchi sur l'idée, en fait, de qu'est-ce qui se trame dans nos espaces urbains. Au fond, la question des réseaux, c'est une autre métaphore possible, en fait, pour penser la question du tissu, et ça nous amène à Bruno Bonnel directement. Donc, je vous laisse la parole pour 10-12 minutes. Merci. Moi, j'ai essayé de participer à ce débat en me posant la question si la phrase qui était posée avait une réponse positive ou négative. En gros, est-ce qu'il y avait un rôle de la culture dans la construction de la ville? Donc, on va peut-être commencer juste par là. Et je me suis dit, je vais prendre le problème à l'envers.
c'est qu'est-ce qui se passe dans une ville si on enlève la culture. Donc je ne vais pas vous remonter au saccage d'Alexandrie ou des barbares, où on a bien vu qu'à partir du moment où on détruisait toute l'intelligentsia culturelle d'une ville, si puissante soit-elle, dans l'histoire, on voyait sa décroissance immédiate, d'Alexandrie à Rome ou d'autres endroits. Mais plus récemment, quand on prend une ville comme Denver, pardon, pas Denver, la ville de l'automobile, Détroit, excusez-moi, je pensais aux petits dinosaures, c'est pour ça que j'ai joué avec ma fille hier à Denver, alors j'avais Denver dans la tête. Détroit, qui était basé donc sur une innovation culturelle qui était l'automobile, qui a créé une innovation technologique, mais qui est devenue une culture, la culture automobile. Quand la culture automobile s'est effondrée, il est certes resté le rap, beaucoup plus tard, mais la ville s'est effondrée. Et je pense que ça veut quand même dire que quel que soit le type de culture qu'on veut envisager, qu'elle soit académique, traditionnelle, pour utiliser un mot un peu galvaudé, ou qu'elle soit complètement technologique, on se rend compte qu'elle donne du sens à la structure urbaine dans laquelle on vit. Le fait de l'enlever détruit cette culture urbaine. Parce que l'homme étant par définition un animal qui est à la fois anthropique et expansif, il va se regrouper sur des pôles où il va retrouver des tribus. Et ces tribus vont, bien évidemment, il y a la nécessité, on en a déjà parlé, mais il y a également des tribus d'échange, de dialogue. Et donc je pense qu'effectivement, ce rôle de la culture, non seulement la question mérite d'être posée, mais surtout elle doit être au cœur du débat. Je crois que l'économique a beaucoup caché, masqué les expansions des villes en disant bah oui, il faut se développer, donc il fallait développer les villes, et on a regardé ça souvent sous l'aspect purement économique et pas tant que ça sur l'aspect culturel. Deuxième remarque, quand je continue à travailler sur ce dossier, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui? Pourquoi finalement on ne laisse pas les choses se faire comme elles se sont faites depuis des dizaines ou des centaines d'années, voire des milliers d'années dans certains cas, puisque finalement, les villes étant effectivement des corps sociaux relativement autonomes, ils se développent. Ça se développe. On va dire un peu tout seul. Alors oui, on fait des plans d'urbanisme, choses comme ça, mais non, ça se développe pas mal. Mais quand même, quand on analyse un peu plus précisément le cours, par exemple, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu des ruptures technologiques qui ont développé des cultures différentes et donc qui ont nécessité une transformation physique de la ville. Alors je vais essayer de vous emmener là où ma réflexion, c'est que si vous prenez la fin du 19e siècle et grosso modo jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on a ouvert les villes, ces fameux travaux d'Haussmann à Paris, où on a donc restructuré sur le plan urbanistique la ville parce qu'on voulait y apporter un peu de fraîcheur. Et malheureusement, dramatiquement pour des millions de gens, comme il y a une certaine forme de culture de la ville qui, par les guerres, a tué une partie des gens qui l'habitaient, eh bien, il y a eu un renouveau entre l'immigration agricole, notamment en France par exemple, sur les grands centres urbains, ou la nécessité d'avoir la jeune génération qui régénérait la ville. Les cultures des villes se sont effectivement aussi transformées. Et donc on a vu en même temps qu'on ouvrait ces grandes artères pour laisser place aux moyens de transport plus modernes, donc de la technologie, on a vu qu'en même temps se développer des centres culturels nouveaux, fameux temples de la culture, qui peuvent être les opéras, les théâtres, plus tard les cinémas, qui ont donc été ça. Et moi j'ai développé dans le temps un logiciel qui s'appelait SimCity, dont on est à je ne sais plus combienième édition, qui est une modélisation d'une ville, et on doit rendre les gens, entre guillemets, heureux dans la ville. Alors dans les premières versions de ce logiciel, il y a plus de 20 ans, on savait que quand on mettait un théâtre ou un cinéma, on avait le taux de satisfaction de la clientèle qui habitait autour, des citoyens qui habitaient autour, qui était très très intéressante, on gagnait des points. Par contre, si on avait oublié en même temps d'ouvrir les artères, de changer la géographie de la ville, de mettre des parkings, ça gueulait parce qu'il y avait en même temps des embouteillages, des trucs, donc on perdait des points. C'est vrai que la réflexion d'installer ces centres culturels n'était pas anodine et a aussi transformé la géographie de la ville. Mais si on va encore plus loin, si on regarde après la Deuxième Guerre mondiale, autre grosse rupture humaine, parce qu'effectivement pareil, et là encore plus dans le cœur des villes, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup plus de civils, destruction physique de villes pour la Deuxième Guerre mondiale que dans toutes les autres guerres du monde, en tout cas en Europe. Là, on a vu arriver l'électronique, on a vu arriver d'autres formes de télécommunication et de communication qui ont fait qu'on a pensé les villes autrement et on a transformé encore une fois la géographie de la ville.
Alors si je me permets de dire ça, c'est qu'on a eu, au cours de ces siècles, quelque chose qui était un peu intéressant, c'est qu'on a eu la destruction d'une certaine culture de la ville, à chaque fois, en grande quantité. Ce sont les victimes de ces guerres, pour finalement laisser l'émergence, un peu comme quand un vieux chêne tombe dans une forêt, l'émergence, l'audace d'une nouvelle culture. Ce qui se passe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et je souhaite que ça dure encore quelques siècles, c'est qu'on est maintenant en Europe sur un territoire, d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai confiné ma réflexion à l'Europe. On pourrait parler de beaucoup d'autres choses sur les autres mégalopoles internationales. Je l'ai confiné à l'Europe pour aider au cheminement de ma réflexion. Ce qui est passé, c'est qu'on a la cohabitation entre deux mondes qui, eux, n'ont pas disparu, et entre deux cultures fondamentales qui n'ont pas disparu. Alors moi, j'ai mis une date symbolique qui est 1980, tout simplement pour avoir un peu ce flag d'une cinquantaine d'années d'ici. Avant 1980, il n'y a pas vraiment d'informatique qui soit développée, le monde numérique n'existe pas, et donc on est dans une tradition d'apprentissage et de culture qui est basée sur le monde qu'on va appeler analogique. Depuis 1980, on voit se développer une nouvelle culture, la culture du numérique, sous toutes ses formes, dont les Nuits sonores sont d'ailleurs une parfaite illustration. Alors elle a été ordinateur en 80, elle a été télécommunication digitale, c'est-à-dire téléphone portable dans les années 90, elle a été Internet dans les années 2000, elle a été smartphone, big data, encore le mot smart qui nous court après en ce moment, et puis elle sera, vous savez, je crois que personne n'ignore ma conviction, elle sera robotique à partir des années 2020, c'est-à-dire que les objets vont devenir intelligents et connectés, et l'intégralité de notre environnement va prendre une forme, entre guillemets, d'intelligence au sens décisionnel du terme, au sens déduction du terme. Je me garderai bien de rentrer sur les territoires de l'émotion artificielle, qui est encore un autre sujet, on fera un autre débat un autre jour sur ce sujet-là. Donc ça veut dire qu'on se retrouve en présence de populations qui ont des racines culturelles analogiques, qui vivent, en gros c'est les gens qui ont plus de 50 ans, et qui sont en bonne santé pour la plupart, puisqu'on a en même temps un allongement de durée de la vie, donc ils sont encore là pour longtemps, j'espère pour eux, j'en fais partie, et j'en vois certains dans la salle aussi, donc sourions, hein, tout va bien. Et puis on a l'autre génération qui est ce que j'appelle digital native, c'est-à-dire qui elle dit, mais attendez, nous c'est pas les mêmes codes de vie. Un exemple trio, j'ai besoin de voir, mais pour une anecdote, quelqu'un, je vais prendre ma voiture ou je vais prendre le métro, je vais me déplacer physiquement, je vais le voir. Je dis bien pour une anecdote, parce que c'est pour quelque chose de plus fondamental, on restera humain. Là, je peux prendre un téléphone, pas mal, je peux maintenant faire du Skype. Et c'est vrai que moi, j'ai une fille, par exemple, qui habite au Canada, et j'ai l'impression de la voir tous les jours. Parce qu'effectivement, tous les 2-3 jours, nous communiquons par Skype, et cette complémentarité de l'information qui est donnée par le son plus l'image, qui était du domaine de la science-fiction dans les années 80, pour ceux qui se rappellent le film 2001, l'Odyssée de l'espace, a une des grandes scènes où effectivement il y a un astronaute qui discute avec sa fille sur un écran de télévision, et ça c'était quand même génial. Bon, aujourd'hui c'est banal, on est passé de banal à génial. Donc cette cohabitation, elle est réelle, et à mon avis elle est à l'origine de beaucoup de conflits qu'on a sur ce mot culture, qui se révèle de plus en plus et qui effectivement pousse deux camps. Un camp qui dit mais il faut aller plus vite dans la transformation technologique de la ville, il faut aller plus vite dans les super réseaux, etc., parce que ça nous donnera accès à d'autres formes de culture. Et puis l'autre camp qui dit attendez, tout ça c'est cool, mais on n'est plus habitué, ça va trop vite, mais comment ça qu'est-ce qui peut se passer? Donc moi je ne suis pas d'accord avec le débat qui a eu lieu là. Je pense que quand on dit on réduit la technologie à l'outil, on se trompe de débat. La technologie elle est au cœur de la nouvelle culture, et donc elle est au cœur de la transformation des villes. On ne peut pas juste considérer que ce sont des tuyaux dans lesquels il y aura bien des contenus comme il y en a toujours eu. Je pense qu'on va bien au-delà de ça. Cette notion d'interactivité, cette notion de digizen dont tu viens de parler, est pour moi fondamentale. C'est qu'on a bien cette... Et ces digizen, ils vont bien habiter cette ville. Troisième axe de réflexion, puis après je vous donnerai quand même ma conclusion, c'est que quand on parle de ville, on parle souvent d'infrastructure. Et donc on a un temps des villes, le fameux temps long dont on parlait tout à l'heure. Et quand on parle par contre de ces digizen, on parle d'instantanéité, donc le temps des hommes et le temps des villes est en rupture. Et je pense que ça, c'est aussi une première dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un environnement de vie qui n'est plus dans le temps dans lequel nous vivons. Alors c'est la fameuse ubiquité, qui est un pis-aller, on va dire.
Au moins, on peut communiquer autrement, on peut se déplacer autrement. Mais on voit bien que si on se pose le débat aujourd'hui de ce type de questions, c'est qu'on se dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on est passé finalement de résolutions techniques par la technologie. Alors, on est passé des bourgs. Hein, la première ville, c'est les bourgs. Je suis quand même sorti du village. Vous n'avez pas fait le coup non plus des cases dans la jungle. Bourgs. Les bourgs sont devenus des villes. Ces villes deviennent de plus en plus ce qu'on appelle des métropoles ou des mégalopoles parfois, tellement elles sont grandes, avec toute cette difficulté de vivre qu'on connaît. Et cette recherche justement de ce retour vers la ghettoisation, parce qu'on se dit finalement on peut mieux gérer. Quand on est dans un quartier coréen à New York, on est en un quartier coréen, on est dans sa culture. Et si vous baladez dans ce quartier, il a l'infrastructure new-yorkaise, c'est-à-dire il a ces rues qui sont l'urbanisation, j'allais dire, standardisée de la construction de la ville, mais dans la réalité de la vie, il ne ressemble pas du tout à ça. Parce que vous passez 3 rues, puis vous allez dans le quartier juif, qui ressemble à ça, et puis c'est plus du tout la même ville. Et c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs New York souvent la ville-monde. On dit c'est pas une ville, c'est un agrégat de ville. Et tout ça parce qu'il y a des cultures qui sont ancrées dans le dessin de cette ville. Et si on les laissait se développer sans autorité, je vous garantis qu'on verrait dans les rues coréennes de New York apparaître certainement des trucs qui ne ressembleraient pas du tout à ce qu'on trouve à 3 rues de là. C'est parce qu'il y a aussi une espèce de philosophie américaine qui dit quand même à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur, vos histoires. Parce qu'il faut quand même laisser passer des voitures encore. Il faut que les rues soient dégagées. Je vous donne une petite anecdote. Si on enlevait les voitures garées, quand on a des véhicules individuels, il faut savoir que 95% du temps de la possession de cette voiture, elle est immobile. Et généralement, dans plus de 70%, elle est immobile dans les rues. Donc imaginez dans une ville comme même Lyon, Paris, New York, le nombre de mètres carrés que représentent les villes posées, les voitures posées dans les rues. Si demain matin on n'avait plus ces trucs-là, on récupérait du mètre carré qui serait naturellement envahi culturellement par les gens. Ça serait normal. D'ailleurs, dès qu'on met, on le fait à Lyon chaque été, et bravo pour le faire, dès qu'on commence à mettre des terrasses à la place des places de stationnement devant les bars, qu'est-ce qui se passe? Les gens boivent le pastis, je ne sais pas le pastis chez nous, mais le Beaujolais, il ne faut pas déconner non plus, restons chauvins, et on a une nouvelle distribution de la ville, on a une nouvelle culture d'échange qui se fait. Et certains de ces restaurants mettent effectivement, pour attirer le chaland, des objets parfois bizarres en référent culturel. L'un va mettre un ballon de rugby parce qu'il va dire « Ah tiens, ça va attirer les rugbyman », l'autre va mettre... Donc je crois qu'il faut voir que mon propos, c'est de dire que cette notion, quand on prend une certaine dimension de ville, on a une tendance à revenir à ces cultures. Encore 1 minute. Bon, 1 minute, ça va être très très court, donc vous pouvez le faire en 1 minute pour finir ça. Le point, il est que cette rupture entre le temps de la ville et le temps de l'humain, il va impliquer, il doit surtout faire, la ville doit surtout intégrer que ces fameux digisènes, ils perçoivent 2 villes. 2 villes qui sont effectivement reliées par une chose qui est une nouvelle forme de culture interactive. Et donc ces citoyens, je vais les qualifier de citoyens augmentés. Et que je pense que dans la construction de la ville de demain, ce qu'on a appelé tout à l'heure la ville intelligente, alors il y a plein de définitions, on l'a déjà vu, hein, on doit intégrer ces citoyens augmentés qui ont une partie de leur vie qui est physique, donc dans laquelle il faut avoir des lieux de vie, qui à mon avis n'évolueront pas fondamentalement, mais qu'on optimise par tous ces systèmes technologiques super bien interactifs dans tous les sens, mais dans lesquels on ne maximise pas forcément toujours le bonheur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant ouais, on peut optimiser des flux de voitures, on peut optimiser des distributions d'électricité, on peut faire des choses, mais et la maximisation du bonheur de vivre en ville, qui est quand même un des objectifs à mon avis pour conserver ces états, elle passe par l'effort culturel. C'est pour ça que je crois qu'il faut que dans ces notions de réflexion sur la ville et de la culture dans la ville, il faut que les villes s'ouvrent à ce monde digital en devenant justement des leaders, non plus physiques de dire j'installe un nouvel opéra, un nouveau théâtre, un nouveau machin, que ça soit dans des lieux désaffectés, pas désaffectés, tout ça c'est super, il faut le faire et c'est une base, mais donner une dimension de plus en disant qu'il faut donner un droit à tous les citoyens d'une ville à la culture digitale. Donc dans les propositions politiques utopiques dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'un service minimum
de communication digitale dans la ville est quelque chose d'essentiel. La première ville qui dirait « moi, tous mes citoyens, tous mes habitants ont droit à un service minimum digital de la ville », ça me semblerait critique. Au passage, certainement, en donnant accès à des outils digitaux, parce qu'aujourd'hui, on dit « tout le monde a un smartphone », c'est très loin d'être vrai. C'est très loin d'être vrai, mais ça permet de vivre sa ville encore plus profondément. Non, c'est très loin d'être vrai. La pénétration est très loin en termes d'utilisation. Et effectivement, de comprendre que ça va devenir un outil essentiel à la fois de vie dans la ville et de culture de la ville. Parce que, au-delà de la notion de paiement avec son smartphone, au-delà de la notion d'avoir des informations sur où se passe quoi, etc., ça va être un outil de réunion de gens pour justement se retrouver pour des choses particulières. Ça va être un outil d'échange ou de découverte de nouvelles initiatives culturelles. Donc je crois que, enfin en tout cas, moi, ma participation au rôle de la culture, bon, il est incontestablement très fort, mais pour aller le pousser plus loin, il faut prendre en compte ces fameux digizen dont tu viens de parler, en disant qu'il faut que les investissements culturels de la ville se fassent aussi dans ce monde du digital. Voilà, c'est un peu les pistes que je voulais, et en comprenant bien que le devoir de la ville ne va pas être justement, on a parlé tout à l'heure de l'habiter, de simplement héberger, mais effectivement d'aller plus loin, et je pense qu'on va passer là dans un nouveau stade, ce sera mon mot de conclusion, c'est qu'après cette mégalopole qu'on sait gérer avec des outils technologiques dont on a déjà parlé, on va passer dans moi ce que j'appelle les matrices urbaines, c'est-à-dire des endroits où non seulement on va avoir un lieu de vie qui nous nourrit, qui nous nourrit physiquement, on y travaille, on y est actif, mais également qui nous nourrissent intellectuellement pour arriver à réunir justement et à concilier toutes ces différentes cultures avec un au-delà qui va être cette prise de conscience que la ville est un vrai corps social qui évolue. Donc je ne veux pas être trop nietzschéen, mais effectivement, je pense que la dimension de la ville ne prendra son essor qu'avec ce lien culturel fort qu'elle aura au-delà de ses structures physiques. Et ça se passera certainement, de mon point de vue, dans ce monde du digital. Et je n'ai pas le temps de vous dire qu'est-ce qui va arriver entre l'analogue et le digital, mais je vous le dirai plus tard. Merci. Donc on a une petite dizaine de minutes comment dire, pour la discussion avec vous, donc si vous le souhaitez. Donc allons-y. Oui. Alors je ne sais pas comment... Oui. Il y a Vous pouvez vous présenter simplement une question courte en même temps. Hein. Merci. Monsieur Bonnet, la technologie a... oui, mais j'en reviens à ce que vous disiez. Le fantasme absolu, c'est bien une ville sans voiture, parce que non seulement ça fait de la place, mais en plus on a moins de pollution. Alors pourquoi ne pas travailler sur ce sujet plus activement? Pourquoi ne pas chercher une solution? Pourquoi ne pas construire Monsieur Collomb, par exemple, à Lyon, qui aime les gratte-ciel, pourquoi ne pas construire un gratte-ciel à voiture? Vous adressez votre question à qui? À vous quatre, vous êtes tous aussi bien l'un que l'autre concernés. C'est pas au cœur du sujet, je vous en parle juste après si vous voulez, mais beaucoup de gens travaillent là-dessus. Sachez que ce sont des technologies qui sont maintenant de plus en plus maîtrisées. Maintenant, il y a un temps de réponse. Je parlais tout à l'heure du temps de la ville, il y a un temps de réponse. Là, on est au-delà de la ville. Il y a un temps de réponse économique global, mais effectivement, on peut imaginer, j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, on peut imaginer à un moment donné que le citoyen, le digizen, ne soit plus affranchi d'une voiture. Je peux vous donner des détails après, mais ça fait partie justement des audaces culturelles. Moi, quand j'ai fait une conférence à Lyon City Design il n'y a pas longtemps, sur le fait, en expliquant aux gens, est-ce que vous imaginez aujourd'hui votre vie sans voiture, en tant qu'urbain? Au début, j'ai fait un sondage, 100% des gens disaient c'est juste impossible. Quand j'ai expliqué toute la démarche, je n'ai pas le temps de vous la faire maintenant, de la logique qui amenait, la moitié de la salle a dit à la fin, mais finalement, moi j'habite en ville, c'est vrai que je n'ai pas vraiment besoin d'une voiture. Alors juste une info pour vous qui est intéressante, la voiture était le deuxième poste de dépense des ménages en France jusqu'en 2011, après l'habitation. Elle a perdu sa place, c'est devenu le digital, c'est-à-dire la télécommunication et l'Internet, et elle est passée maintenant en 3e place. Preuve qu'il y a quand même une évolution vers l'idée d'avoir ou ne pas avoir de voiture, essentiellement dans les centres urbains, je vous précise. Une toute petite réponse par rapport à
à d'autres villes. Et par rapport aux chiffres que vous avez cités, beaucoup de voitures sont immobilisées en ville pour être parquées. Le problème n'est pas qu'individuellement, chacun ait droit à sa voiture. Je pense que s'il en a besoin, et puis on peut en avoir besoin à un moment précis, faire les grandes courses, aller conduire des enfants petits à l'école, pas de culpabilisation aux gens qui ont des voitures. Par contre, l'idée de tous ces parkings dans les villes pose un problème majeur parce qu'elles amènent des voitures là où elles ne doivent pas être. Je prends l'exemple de Tokyo, une mégalopole de 23 millions d'habitants. Il n'y a pas de parking dans Tokyo. Extrêmement peu, très très petit. Et donc les gens ne se déplacent pas en voiture, sauf pour des raisons très précises et très ponctuelles. Et donc vous n'avez pas cette immobilisation et vous récupérez l'espace public. Ça nécessite évidemment une réponse de transport en commun, réponse très rapide parce que ce n'est pas tout à fait l'objet central du débat. Une autre question ? Non, moi j'ai un petit complément. Je sais pas, moi je suis parti à Abidjan. Les taxis, par exemple, c'est pas qu'il n'y a pas de voiture à Abidjan non plus, mais à Abidjan, ils ont les taxis partagés, c'est-à-dire qu'on monte, on fait pas 100 mètres, on ne marche pas 100 mètres dans la rue. On lève la main, le taxi s'arrête, c'est partagé par plusieurs, et comme ça, on circule vraiment très aisément. Il y a des solutions, il y a 1001 solutions. Il faudrait peut-être réfléchir plus vite, enfin avancer plus vite. Oui, bien sûr. C'est le problème des inerties des dispositifs technologiques aussi. Mais oui, d'accord. Une autre question ? Ou observation, hein. Oui ? Bonjour, Romain Garcier, École normale supérieure de Lyon. J'avais une question il me semble qu'il y a un concept qui traverse un peu tout ce que les intervenants ont dit, c'est le concept d'obsolescence qui est aujourd'hui à la mode, puisqu'il y a cette loi sur la prohibition de l'obsolescence programmée. Et toutes ces technologies qu'on déploie dans les villes, est-ce que finalement ce ne sont pas des technologies aussi qui prennent le risque de devenir obsolètes assez rapidement. Et on voit dans ce qu'a dit M. Simon sur les gares qui deviennent obsolètes, on le voit aussi sur des technologies qu'on a déployées dans l'espace urbain et qui sont devenues obsolètes finalement plus vite qu'on aurait voulu. Et je voulais savoir comment faire face à ce risque de l'obsolescence, puisque les cités qui ne deviennent jamais obsolètes, quel est leur secret finalement ? Je partage ce que vous dites et je pense qu'au plus la technologie va vite, au plus l'obsolescence est réelle aussi, parce que la technologie amène la rapidité dans les deux sens. Et donc c'est pourquoi moi je ne crois pas à ce point-là à la technologie. Je la trouve très utile, très intéressante, mais je ne crois pas qu'elle puisse faire la ville intelligente. Je pense que la ville intelligente essaie de la connaissance partagée et l'outil technique pour faire cette connaissance partagée peut être toute cette technologie avec laquelle je m'amuse comme un petit fou sur mon smartphone. Vous voyez que notre table n'est pas complètement homogène, hein, et tant mieux. Oui, merci pour votre question, je trouve extrêmement intéressante et parfaitement d'actualité. Ça me permet de rebondir, parce que 10 minutes, on ne peut pas tout aborder, je l'avais dit. Et un concept auquel je suis très attaché, c'est un concept qui vient du monde philosophique, mais que réifie dans les mondes donc de la ville responsable, c'est le concept des frugalités et des désirs. C'est-à-dire que ce que vous appelez aujourd'hui l'obsolescence, on peut le retourner de l'autre côté quand on parle de ce qu'on appelle la ville frugale. La ville frugale, c'est une ville dans laquelle on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Mais quand on dit les beaucoup moins, c'est réutiliser l'existant et contextualiser l'existant. C'est-à-dire que vous avez toute une panoplie technologique, puisque le technologique, comme je disais tout à l'heure, loi de Mourrédan, elle se renouvelle tous les 3 ans. Donc les téléphones portables, pratiquement, ils sont jetés avant qu'ils soient utilisés à peut-être même pas 10% de leur capacité. Voilà. Donc on a ces concepts qui se développent de ville frugalité qui va de pair avec des pratiques sociales, des pratiques culturelles et de la culture d'innovation. La frugalité signifie que je peux, de choses qui sont considérées comme obsolètes, dans un nouveau contexte, les réifier et continuer à les utiliser. Et ça, vous le trouvez dans énormément donc, de lieux dans lesquels on fait de la pratique sociale. Que ce soit donc, à l'échelle de la réutilisation des ordinateurs qui sont considérés qu'ils ne sont plus adaptés pour une certaine tâche, pour suivre des jeux, par exemple, ou dans lesquels il faut des cadres processeurs pour que ça tourne, mais par contre, pour faire de la comptabilité dans certaines associations, ça peut servir aussi. Et bon, bref, on peut étendre ça à tous les objets techniques. Et je pense que, in fine, ce qui compte dans ces concepts frugales, c'est les regards que nous avons de nous-mêmes et les objets par rapport à l'usage et à la contextualisation sociale de la technologie. Et
Vous trouvez aujourd'hui un mouvement très intéressant dans les villes qu'on appelle donc l'autoréparation, les self-repairing, qui sont des lieux sociaux dans lesquels j'amène des objets qui sont considérés obsolètes parce qu'ils ne marchent plus, mais dans lesquels, en fait, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'ils soient réinjectés, et ça revit. Mais vous le trouvez aussi dans des objets sociaux. Les canopées urbaines, par exemple. Les canopées urbaines, c'est donner une nouvelle vie au toit, avec de l'appropriation par des espaces verts, etc. Donc moi, je pense que l'obsolescence, c'est quelque chose qui est inhérent, je dirais, à la vie de tout objet, puisque un objet il naît et forcément il meurt à un certain moment. Et donc la seule question, c'est de savoir comment je recontextualise son existence pour que ça soit frugal, c'est-à-dire, voilà. Mais pour que ça soit frugal, il faut que de l'autre côté, il y ait le désir. Les désirs de l'utiliser. Et le problème, c'est que ce désir, il n'est pas toujours. Parce que les désirs, il n'est pas pour utiliser un objet qui existe déjà, mais pour avoir le plus nouveau, le plus récent, le plus top. Parce que culturellement, ça représente une certaine position sociale, entre guillemets, à des certains niveaux. Donc les gens refusent d'utiliser un vieux téléphone d'il y a 4 ans parce qu'il ne fait pas top. Voilà. Et ça, quand vous les croisez sur plein d'objets de la vie quotidienne, eh ben vous trouvez qu'il y a effectivement un énorme gâchis dans la vie de tous les jours. Mais c'est une question culturelle et de pratique sociale d'innovation culturelle. 30 secondes. Moi, je constate que la technologie fascine. C'est déjà une satisfaction personnelle. Je vous ai dit, le temps des villes et le temps de l'humain ont changé, on sont en décalage profond. J'ai parlé de l'analogique et du numérique. Je pense qu'il faut regarder ça sous l'angle du numérique, du temps du numérique. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu les ordinateurs 8 bits, c'est-à-dire ceux d'il y a 30 ans, on n'aurait pas aujourd'hui des ordinateurs qui soient capables de faire des choses assez merveilleuses comme sauver des vies ou piloter des villes ou faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité à comprendre que la technologie est une continuité, elle n'est pas faite de rupture permanente. Et ça, c'est encore une chose nouvelle du numérique. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que c'est un flux, et que ce n'est pas quelque chose qui travaille de façon discrète. La deuxième donnée, c'est que cette génération dont je vous parle, elle vit l'obsolescence de façon naturelle parce qu'elle vit le temps réel. Elle le vit en refusant notamment, par exemple dans le domaine culturel, elle veut l'instantanéité d'une musique. Elle est au bout de mes doigts, je la veux. Elle est obsolète très vite, souvent. On passe à autre chose, donc elle est dans un flux, elle aussi, de continuité importante. Donc je pense que les modes de pensée qui étaient de dire on fait des gros investissements sur des longues périodes de temps, on les rentabilisera, c'est quelque chose qui a évolué. Là, je parle à la fois dans le domaine culturel et dans le domaine structurel. Il faut oublier ce mode de pensée et il faut rentrer dans une phase d'accélération de ces technologies, parce qu'il y a des seuils. À un moment donné, il y a un rapport performance-satisfaction, pas que performance-prix, performance-satisfaction qui est stabilisé. On l'a vu dans certaines technologies. Je pourrais citer le jeu vidéo, par exemple. On s'est aperçu que dans la génération... Je suis obligé juste de finir. La génération de jeux vidéo, il y a 2 générations, avait un rapport performance-satisfaction qui était bon. Depuis, il est en déclin. On verra ça dans d'autres technologies. Culturelles, modernes, pas modernes, mais on le voit arriver. Donc je pense que ne nous posons pas la question de savoir si on doit ou pas investir, parce qu'il faut investir, c'est comme les marches d'un escalier, pour arriver au seuil de ce rapport performance, ou dans une phase 1, en robotique aujourd'hui par exemple, je peux vous le dire, hormis quelques produits très spécifiques, on est encore dans une phase d'espérance. On espère qu'il y aura des robots qui feront des choses à la maison. On espère qu'il y aura des robots qui seront des robots médecins. On espère qu'il y aura des voitures qui marcheront toutes seules. Si on ne passe pas par ces étapes qui sont complexes et imparfaites, on n'arrivera pas au seuil de ce rapport performance-satisfaction, parce que finalement, l'introduction de cette fameuse culture, comme on dit dans la ville, c'est aussi d'arriver à ces seuils, et puis que, au contraire, les artistes nous poussent encore plus loin, mais que ces seuils existent en termes de stabilité. Merci. Nous étions dans le cadre en fait d'une réflexion attachée aux nuits sonores. J'ai entendu un peu de dissonance en terminant. C'est pas inintéressant. Pour ceux qui le souhaitent, Monsieur Simons a laissé à disposition en fait quelques dépliants concernant le programme Passage en fait dont il nous a présenté quelques images. Merci. Bonne fin de journée.